Donc, rappelez-moi votre nom déjà. Madras, Mathieu Mathieu Madras. Madras, oui. Donc, vous étiez en train de m'exposer vos idées sur l'astrologie et le fait que quelque chose qui vous gêne, qui ne vous permet pas de lui donner beaucoup de crédit en quelque sorte. Oui, en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça concerne le cosmos, en, en particulier l'astronomie, l'astrologie. Et ça vient de la peur de l'avenir, Ah oui, mais aussi de l'idée que tout est lié et que l'emplacement des planètes, d'une certaine manière, dirige notre sort. d'accord. Et moi, je serais plus pour une astrologie totale, c'est-à-dire qui prendrait en compte, certes, la trajectoire des planètes, mais aussi tout ce qui se passe sur Terre en termes de gouvernement, de guerre, de changement de mode de production. Bah, c'est pas incompatible. C'est pas C'est ce incompatible, qu'on appellerait une anthropocosmologie. mais là, le fait que l'astronomie soit essentiellement une cosmologie, c'est dû à la peur que les êtres humains avaient devant l'infini du cosmos, à mon avis. Mais il y a plusieurs grilles de lecture. Est-ce que vous êtes croyant? Je ne me souviens plus. Je suis plutôt athée, en fait. Donc vous ne vous intéressez pas à ce que dit la Bible sur la création de l'humanité, etc. Je crois pas que ça soit le seul récit de la création de l'homme, ou du processus de création de l'homme. Bah, d'après ce que je comprends, l'astrologie pour vous, ce serait né un peu par hasard, en fait, compte. Aussi des nécessités de l'État aussi, Oui. d'une certaine manière pour faire en sorte que la destinée négative de certains hommes soit due non pas au chef d'État, mais aux étoiles. Et que la responsabilité de la misère humaine soit d'une certaine manière transportée depuis la terre jusqu'aux cieux. Mais alors, la question qui se pose, est-ce que vous pensez que l'astrologie existe ou qu'elle n'existe pas, finalement? L'astrologie, d'une certaine manière, Je veux dire, oui. témoigne d'un progrès de l'esprit humain à l'échelle des sciences, mais à mon avis, elle est plus valable actuellement. Mais par contre, l'idée principale et capitale qui lui a donné naissance existe encore et peut être encore prise en compte pour des prévisions à plus ou moins long terme. C'est Oui, l'idée que tout est lié, en fait. oui. Et Et vous ça, pensez on connaît encore on sait comment y faire, on sait comment prévoir. je pense que certains hommes pourraient savoir comment prévoir, même par exemple le fait qu'on ait mis en place Internet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, porte le témoignage que certains hommes ont eu envie d'emmagasiner un maximum de données pour faire une sorte d'astrologie anthropocosmologique, Et qui fonctionnerait. qui pourrait éventuellement fonctionner. Seul l'avenir le dira. Mais en tout cas, l'avenir est même sujet à caution parce que l'avenir, ça peut être quelques jours comme des milliers d'années. Oui. Donc, en fait, on n'a même pas la possibilité, même si l'avenir le prouve, de pouvoir prouver cette chose-là à l'heure actuelle, à mon avis. Et d'autres disciplines comme le tarot, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Toutes les disciplines occultes, à mon avis, ont un fondement qui est, à mon avis, intéressant, du point de vue même scientifique. Mais le fait qu'est-ce qu'on donne à une seule grille de lecture, en excluant les autres, à mon avis, est un échec. Votre copine s'intéresse à ces sujets? Ma copine ne s'intéresse pas à ces sujets. Elle D'accord, s'intéresse à on d'autres. n'a pas de discussion à ce On sujet. n'a pas trop de discussions à ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce qu'il y a un plan divin? Est-ce qu'il y a... euh, est-ce que vous êtes dans la... que vous pensez de la théologie, par exemple? Ce que je pense de la théologie, c'est comme la philosophie, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la théologie discute des Écritures sans se préoccuper de l'expérience scientifique. C'est quelque chose qui tourne en rond comme la plupart des sciences occultes. Mais la démarche est intéressante néanmoins, parce que d'une certaine manière, le fait qu'on soit seul dans l'univers ou accompagné mais par des extraterrestres à des milliards de kilomètres de chez nous, qui peuvent rien pour nous contacter, fait qu'on
a un destin divin à réaliser sur Terre. C'est une exhortation à donner le meilleur de nous-mêmes, en fait, cette solitude cosmique. Alors, je parlais tout à l'heure de votre copine. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce qui distingue l'homme et la femme, par exemple, qui est, à mon avis, un problème qui peut intéresser aussi l'astrologie, puisque c'est comprendre aussi comment fonctionne l'humanité. Alors, l'humanité au niveau de... Est-ce qu'il y a des rôles respectifs de l'homme et de la femme dans l'humanité, dans la société? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme apaise l'angoisse de l'homme. Au long des siècles, l'homme s'est imposé comme homme d'action, tandis que la femme s'est imposée comme maîtresse de la maison, en fait. Oui. Et d'une certaine manière, elle est là pour assurer le repos du guerrier, la femme, à mon avis. C'est un petit peu machiste, peut-être, comme vision des choses. Un petit peu, oui, oui. Mais vous ne voyez pas de... vous pensez que c'est simplement une convention ou qu'elles sont fondamentalement différentes dans leur mode de fonctionnement? Je pense que pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question au préalable, c'est celle de la recherche du savoir et de la connaissance. La recherche du savoir et de la connaissance dévolue aux hommes est source d'angoisse. Et la femme est là pour faire que l'homme puisse revenir sur Terre, en fait, à certains pour se reposer. Donc, si je comprends bien entre les lignes, vous êtes en train de nous dire que les femmes n'ont pas vocation à être de grands scientifiques ou de grands artistes. Les femmes gardent ce terre-à-terre qu'elles ont à cause de l'enfantement, mais il y a des grands scientifiques comme Sophie Germain, mathématicienne, comme des grands artistes, comme Oui, il y en a si peu qu'on peut les citer assez facile. On n'a pas une très longue liste. Oui, mais la tradition a fait, cette tradition machiste est aussi une tradition qui est due à l'État. Et à partir du moment où l'État existait, le rôle des muscles de l'homme donc s'est mis à avoir beaucoup plus d'importance que par le passé. Parce que le chef d'État, c'est le guerrier par excellence, le général d'armée, et aussi celui qui a pour mission de gérer le surplus productif, en fait. Alors, une autre question. Est-ce que les langues vous apprennent des choses sur l'humanité? À mon avis, oui. Quel est le message qui est sous-jacent au fonctionnement des grammaires, tout ça? Le message qui est sous-jacent au fonctionnement des grammaires, c'est que les lettres sont des formes et que les lettres ont des relations entre elles qui peuvent faire advenir le sens, mais de même que les lettres existent, les formes existent aussi en dehors des lettres. Mais comme c'est les formes qui ont précédé les lettres, donc c'est d'une certaine manière, il y a une grammaire des choses qui nous entourent en fait, au-delà même du langage. Et donc l'idée d'un langage crypté, des formes qui nous entourent, est très intéressante pour connaître l'avenir. Pour connaître l'avenir, vous revenez à la question de l'avenir. La question de l'avenir, la question angoissante, est-ce qu'on va avoir assez de grains de blé pour nourrir la population d'une année sur l'autre? Est-ce qu'on va pouvoir assurer le bon fonctionnement des armes de destruction massive pour éviter par exemple qu'une comète tombe sur la Terre ou des choses comme ça? C'est d'une certaine manière tout ce système est là pour que l'homme puisse persévérer dans son être. C'est risqué de péril d'ailleurs, parce qu'on peut être inquiet pour des choses qui s'avèrent fausses, même après réflexion. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, pour prendre un cas précis, de ce qui se passe en Ukraine là? Vous l'interprétez comment? Vous décodez comment cette situation? À mon avis, c'est la résultante d'un pouvoir laissé au chef d'État qui est très grand, et c'est la résistance d'angoisse d'un homme en particulier qui veut créer un empire pour s'assurer. Tous les chefs d'État sont en guerre larvée les uns contre les autres en fait, plus ou moins. Mais il y a toujours un qui est plus inquiet qu'un autre qui déclenche. Alors justement, vous avez quelque chose contre la notion d'empire? Vous préférez la nation à l'empire? L'empire, à mon avis, ça va vers le pire, pour faire un jeu de mots un peu facile. Mais la notion de nation devrait être dépassée dans l'usage des langues. Justement, l'empire, l'empire, n'est-ce pas, le dépassement de la nation, justement?
Parce que, par exemple, quand on oppose l'Ukraine à la Russie, l'Ukraine, c'est une nation qui fait partie d'un ensemble russophone, historiquement et linguistiquement. Oui, De même que, je sais pas moi, les pays francophones font partie d'un empire linguistique français, etc. Donc, la notion d'empire, vous la sentez pas bien ou vous préférez quoi comme unité, comme entité? Qu'est-ce que c'est pour vous l'entité la plus légitime? Sur le plan politique, sur le plan géographique, sur le plan historique? sur le plan historique, c'est l'individu. Ah oui, d'accord. Bon. Alors là, oui. Enfin, il y a vous ne croyez pas, la société, ça existe. Les sociétés, ça existe. Oui, mais Par exemple, nous parlons une langue parce qu'elle elle est propre à une société. Elle n'a pas été inventée par nous à l'instant. Mais on peut parler, chaque groupe social aussi a son vocabulaire, sa grammaire. Oui, voilà, mais c'est pas individuel, ça. Non. Mais à mon avis, ça serait plus judicieux, plutôt que d'aller vers un empire, d'aller vers une société sans classe. Parce qu'un empire, même si c'est un empire unique sur toute la surface de la Terre, il impliquerait, à mon avis, une guerre larvée sur le plan économique à la classe dominée, en fait, de la classe dominante à la classe dominée. Pas que la classe dominée renverse la classe dominante. Mais la notion d'empire n'est pas incompatible avec le respect des classes sociales. Mais les classes sociales, il y a toujours dans les classes sociales des mineurs. Au contraire, les classes sociales, ça va les classes sociales, c'est supranational. Ça dépasse la question nationale, les classes sociales. Oui. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'empire. Parce que l'empire aussi est un dépassement des catégories nationales. Oui, mais c'est pas un découpage qui exclut le mouvement, la jalousie des hommes entre eux pour le pouvoir. Il y a eu des syndicalistes, d'anciens syndicalistes qui sont devenus des chefs d'État, comme Lula au Brésil, par exemple. Même il y a eu d'anciens socialistes, même qui sont devenus des dictateurs, comme Hitler ou Mussolini. D'accord. Alors, justement, si on prend par exemple le cas de Hitler, il avait construit un empire, Hitler, Oui. qui englobait tout le continent européen quasiment. Oui, mais c'est un empire qui ne pouvait subsister que par une guerre permanente. Et donc ça impliquait la mort de millions d'êtres humains. On pourrait dire que c'est la même chose de Napoléon à ce moment-là. Oui, on peut dire que c'est la même chose de Napoléon, en fait. Et par exemple, l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez de l'Europe, le projet européen? C'est pas quelque chose d'impérial, le projet européen? C'est une façon de dépasser les clivages nationaux. Oui, mais avec l'idée que ça devrait être une transition, en fait, vers un individu supranational. C'est-à-dire c'est un moment de paix pour faire en sorte que petit à petit les différences de nations s'estompent, Oui. au point qu'on n'ait plus besoin de l'Empire européen pour assurer la paix qui a été voulue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Ça ne vous surprend pas, cette idée que la communauté européenne s'est constituée quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que comme la France et l'Allemagne qui étaient ennemis se sont retrouvés au sein d'un même empire, d'un même ensemble? Comment expliquez-vous finalement, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'empire nazi et l'Union européenne? Le projet est le même, plus ou moins. C'est-à-dire que on retrouve les mêmes entités, les mêmes nations dans les deux cas. Oui. Comment expliquez-vous qu'on ait pu passer d'une phase impériale sous Hitler à une phase impériale à l'époque des années 50, 60, etc. Est-ce que vous avez une idée quelconque de la cyclicité, Mathieu? Est-ce que pour vous les choses ne passent pas par des phases successives et alternatives, comme la gauche et la droite, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez de la gauche et de la droite, par exemple?
Il y en a qui sont pour la propriété privée des moyens de production, et d'autres qui sont pour la répartition, voire la suppression des classes sociales et l'exploitation économique. Alors, Traditionnellement, c'est dans la Convention que siégeaient la gauche et la droite. Du côté droit, il y oui, avait les Girondins oui, et les royalistes. Du côté gauche, il y avait les Jacobins et les Corneliers. oui. Ben, ça correspond à deux conceptions des choses La gauche, c'est un qui pari sur alternent. l'homme, c'est-à-dire un pari sur sa volonté de puissance et sa volonté de savoir pour sortir de sa situation avec l'aide d'une force politique. Tandis que la droite, c'est un constat désenchanté de la guerre de classe, avec l'idée de une Fascisme. phobie des foules, une phobie plutôt des foules. Mais par exemple, sous la Révolution, on a supprimé la diversité, une certaine diversité locale, par exemple. Oui. On a supprimé une certaine diversité des mesures, des poids, des péages, etc. Enfin, à un moment donné, il y a trop de... D'ailleurs, vous connaissez la tour de Babel. Oui. La tour de Babel, c'est quoi pour vous, la tour de Babel, Mathieu Madras? C'est l'essai Quel est l'enjeu de la tour Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cette babélisation, c'est quoi c'est quoi la punition concernant la tour de Babel? Elle s'est effondrée. Et pourquoi? Oui, elle s'est effondrée. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la diversité. Oui. C'est-à-dire que la diversité qui empêche l'intercompréhension. Oui. Plus on crée de la diversité, moins les gens communiquent entre eux. Oui. Et l'Empire, au contraire, c'est la suppression de la diversité. C'est la recherche d'unité. Et ça peut aller très loin vers le clonage humain, la recherche de l'unicité. Oui. Il y a un philosophe du XVIIIe siècle qui n'est pas très connu, Don Deschamps, qui disait que c'était la condition même pour qu'il n'y ait pas de conflit, en fait, que tous soient les mêmes, en fait. Oui, mais moi je crois qu'il y a une alternance. C'est pas par hasard que les systèmes constitutionnels prévoient une alternance. Ça veut dire qu'il y a des forces qui doivent alterner. Oui. La gauche doit alterner avec la droite. Et il faut que régulièrement, périodiquement, il y a un cycle. On retrouve l'astrologie, hein, voyez-vous. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité tantôt d'axer sur l'unicité et tantôt d'axer sur la diversité, la complexité. Pour changer de sujet, vous connaissez un peu la psychanalyse? Un petit peu. Qu'est-ce qui distingue le ça et le surmoi, à votre avis? Ça, c'est le réservoir des pulsions et des affects. Et le surmoi, c'est un gouvernement intérieur. Alors justement, à votre avis, au niveau politique, quelles sont les tendances politiques qui sont de l'ordre du ça et la diversité? C'est le ça ou le surmoi, la diversité? C'est le ça. Ah oui. Donc le surmoi, c'est l'unité quelque part. Le surmoi, c'est l'empire. Oui, voilà. Mais l'empereur n'est pas forcément gagnant. L'empereur n'est pas nécessairement gagnant dans l'empire. Il peut avoir une fonction symbolique et être entouré par une cour qui est les véritables gouvernants. Mais il y a toujours un moment où il faut laisser la place à la polarité, l'autre polarité. Oui. Tout empire doit à un moment donné laisser un peu plus de latitude à la diversité, et toute diversité doit s'arrêter à un certain stade pour ne pas tomber dans la confusion. Mais là, c'est encore sur le plan théorique, mais dans la pratique, les despotes essayent de se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible, en fait. Aussi longtemps que le nécessite leur survie, en fait, face à leurs collègues ambitieux. Non, je pense qu'il y a, oui, enfin, mais même si on prend le cas de Napoléon III, il y a eu un moment donné où il a changé sa politique, par exemple. On a appelé ça l'empire libéral. Et puis on peut par exemple tout simplement parler de Gaulle. À un moment donné, il y avait un moment donné, il fallait conserver l'empire. À un autre moment, on l'a laissé s'effondrer. L'URSS c'est pareil, donc il ne faut pas non plus être. Il y a toujours un moment donné où il y a une espèce de place plus grande donnée à la diversité, que ce soit en URSS ou que ce soit dans l'empire colonial français. Pourquoi est-ce que tout d'un coup la Tunisie est devenue indépendante, par exemple?
alors qu'elle faisait. Pourquoi l'Algérie, on l'a laissé son indépendance? Pourquoi en 89, les pays du bloc communiste ont pris leur indépendance? On voit bien que l'empire n'est pas quelque chose de forcément éternel, Oui, mais il peut se reconstituer. Par exemple, dans le cas de l'URSS, comme vous disiez tout à l'heure, Poutine peut être en train de reconstituer ce qui a déjà existé auparavant. peut-être même à son corps défendant, en fait. C'est l'histoire qui manipule par le biais de son inquiétude. Oui, mais c'est aussi l'idée de reconstituer quelque chose. De reconstituer Qui veut ce une... cycle? Qui est-ce qui veut ce cycle? Pardon? Qui est-ce qui veut ce cycle? Eh ben, ce cycle, il fait déjà alterner ces deux polarités. Mais on le retrouve au sein du cosmos, ce cycle. Absolument. Mais enfin, ça, il faudrait vous faire un cours d'astrologie à ce niveau-là, bien sûr. Il y a, effectivement, l'astrologie, elle a vocation, justement, à expliquer cette cyclicité, à expliquer cette alternance. Elle est politique, l'astrologie. D'ailleurs, elle devrait remplacer les constitutions, parce que les constitutions qui vous disent, voilà, un mandat de tant d'années, etc., c'est fait sur n'importe quoi. C'est pas, il n'y a pas de fondement. En refusant l'astrologie, finalement, on passe de carré dans Scylla parce qu'on se retrouve avec des systèmes de temporalité, de chronologie qui sont complètement artificiels. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, par exemple, M. Madras, est-ce qu'il vaut mieux une constitution comme celle de la Ve République qui institue tous les 7 ans ou tous les 5 ans, ça a changé, des élections sur des bases qui sont quand même assez fantaisistes quelque part, ou bien est-ce qu'il faut trouver des références à un niveau plus profond, plus fondamental, qui serait de l'ordre du cosmos? Quand on veut, c'est le problème du temps, justement, le temps. Est-ce que le temps, c'est nous qui le créons, qui l'instituons, ou est-ce que le temps, il a une sorte de réalité en soi, avec des cyclicités qui sont déjà établies depuis longtemps? Parce que finalement, c'est comme par exemple pour le roman. Vous êtes lecteur de romans, je crois, non? Oui. Un roman, il ne respecte pas la réalité cyclologique, il invente des cyclologies. On dit tel personnage, voilà, au bout de tant d'années, il fait ceci ou tant d'années, mais ça ne correspond à rien. C'est décalé par rapport à la réalité politique, sociologique, qui est, par certains côtés, a plus de poids que ce que nous avons. Est-ce que vous pensez que l'homme peut inventer tout seul un certain nombre de choses, ou est-ce qu'il doit s'appuyer sur une science du temps? Est-ce qu'il y a... Je ne pense pas que les inventions sortent d'un chapeau magique. Je pense qu'il doit s'appuyer sur la tradition, en fait. Ah oui, bah alors d'accord. Après, en fait. Bah, l'astrologie fait partie des traditions, de cette manière. Oui, mais il y en a tellement des traditions que pour tout engouffrer, l'homme n'a pas assez de vie. Il faudrait que ce soit un dieu, en fait, qui puisse vivre pendant des millénaires. Non, parce que toutes ces traditions, elles ont peut-être une unité, elles peuvent peut-être constituer une unité. Il y a la tradition architecturale, culturelle, littéraire, mathématique, physique. Oui, mais il faut trouver qu'est-ce qui est le plus central, qu'est-ce qui est le plus important. Et si la centralité n'existait pas? Comment? Et si la centralité... Ah ben voilà, c'est ça, oui. Mais justement, on en parle quand on est dans ce qu'on appelait tout à l'heure la diversité, c'est une forme de remise en question de la centralité. Et quand on va vers l'unité, on revient vers une certaine centralité. Donc, quelque part, nos sociétés ont besoin à un certain moment de jouer la carte de la diversité et à d'autres moments de jouer la carte de la centralité. C'est d'ailleurs le principe même de la démocratie qui permet, au bout d'un certain nombre d'années, de changer de politique, de changer de régime pendant un certain temps. Mais ce n'est jamais définitif. Ça équivaudrait à dire que la monarchie a été un moment de la démocratie. Non, parce que ce sont des phases qui ne sont pas... c'est des phases, c'est un roulement. C'est pas un truc et après c'est terminé. Oui. C'est un temps pour par exemple, la démocratie, c'est quoi? On dit, vous avez 7 ans ou 5 ans. Bon, bah, au bout de 5 ans, on peut très bien revenir, on peut très bien avoir l'équipe d'avant qui revient. Donc, c'est pas des grandes périodes de siècles et de siècles. Ça peut être, par exemple, je sais pas, par exemple, Trump peut très bien revenir dans 5 ans,
ou n'importe quoi. C'est amusant ce que vous voyez. On a l'impression que vous ne comprenez pas que la cyclicité, elle peut se faire à une petite échelle, comme le prévoient les constitutions. Au bout de 5 ans, il peut y avoir un retour de quelque chose qui était avant. C'est pas parce que quelque chose existe que ça va rester indéfiniment. Je crois que vous avez du mal à comprendre cette notion de cycle, pourtant qui est au cœur de notre société démocratique. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. D'ailleurs, il y a l'Ecclésiaste qui le dit. Il y a un temps pour chaque chose. Donc là, il ne s'agit pas de dire que la monarchie a été une époque. Moi, je ne crois pas aux époques. Mais la monarchie peut être un moment de la vie politique. Il y a des périodes, par exemple en France, où on voit bien que tantôt le régime est plus autoritaire, et tantôt il est plus parlementaire. Oui. Ben oui. Et c'est pourtant la même constitution. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de la constitution de la Ve République. Elle peut être vécue de manière très différente. Pour une raison très simple, c'est qu'on voit actuellement avec Macron, s'il avait gagné largement ses élections, il n'aurait pas tous les problèmes qu'il a actuellement. Donc il est obligé de pactiser avec tel et tel parti pour qu'on arrive quand même à faire passer une loi, etc. Mais il aurait gagné 30 ou 40 voix de plus, il n'aurait pas à faire ça. Vous voyez bien que ce sont des régimes qui peuvent très bien évoluer dans un sens ou dans un autre. Quand on gagne avec une large majorité, on devient beaucoup plus autoritaire que quand on gagne avec une petite majorité. Majorité relative. Oui. Et c'est pourtant le même système. De la même façon, par exemple, l'Angleterre est une démocratie et une monarchie en même temps. C'est une monarchie parlementaire. Comme la Belgique, comme la Hollande, comme l'Espagne. Donc la monarchie, c'est pas un État en soi définitif, c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes. Donc je crois qu'il serait raisonnable, mon cher Madras, d'admettre que les changements ne sont jamais une fois pour toutes. Il y a est-ce que vous comprenez la notion d'alternance? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? Ça veut dire qu'on ne va pas laisser l'alternance, c'est pas sur des siècles. L'alternance, ça peut être sur 5 ans, sur 10 ans. Oui. C'est pas un truc qui est, non. Est-ce que vous croyez que c'est une valeur importante, l'alternance, dans un pays? Oui. Bon, alors. Donc, ça veut dire que. Alors, la question de savoir si cette alternance, en quoi cette alternance est-elle nécessaire? Est-elle structurelle ou pas? Est-ce que vous voyez l'intérêt de l'alternance? Est-ce que une société qui n'est pas capable d'alternance est une société malade, par exemple? Elle est totalitaire. Elle est totalitaire. Oui, mais à l'avenir, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à penser l'alternance, c'est ça le problème. Une société, on peut très bien avoir, à un moment donné, comme je dis tout à l'heure, une période assez totalitaire, comme vous dites, et à d'autres moments, quelque chose de beaucoup plus. Par exemple, ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, on parlait tout à l'heure de Lula, vous voyez bien qu'il y a une alternance. Entre Bolsonaro et Lula, il y a quand même des différences. Oui. Et après Lula, il peut y avoir à nouveau un Bolsonaro. Est-ce que ça vous paraît acceptable, cette idée de cette alternance, qu'on passe d'un certain style politique à un autre style politique, et puis après on retourne au style précédent? Oui. Bon, alors, il ne faut pas dramatiser. C'est peut-être que je vois les choses en noir, peut-être. Non, mais je veux dire que le système permet justement, à certains moments, il faut accepter l'unité, la recherche d'unité, le dépassement des différences, et à d'autres moments, il faut les respecter, etc. Ce qui vaut d'ailleurs aussi pour la question de l'homme et de la femme, ce qui vaut la question aussi des races, etc. Il y a des périodes où... Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour, par exemple, Mathias? Comment vous avez réagi à son propos quand il a fait sa campagne pour les présidentielles? Oui.
Non, mais on vous demande cette question ouverte. Je vous demande comment où est-ce que vous vous placez par rapport à ces propos, si vous tentez de les ayez écoutés. Comme lui, il dit, voilà, on peut être français, il suffit d'apprendre ceci, d'adopter la culture française, etc. Bon, ça, c'est un discours nationaliste. Pourquoi nationaliste? Parce que dans la nation, au fond, on ne veut plus entendre parler des différences, paradoxalement. Oui. Au sein de la nation, tout le monde est marqué par la même culture, en quelque sorte. Alors que dans l'Empire, paradoxalement, on admet les différences. Oui. Par exemple, l'Empire français, les gens savaient très bien que les Noirs musulmans d'Afrique, ils faisaient partie du même empire que la France, mais ce n'étaient pas du tout les mêmes personnes. Oui. Donc paradoxalement, le nationalisme nie les différences. Oui. Et l'Empire les reconnaît. Il n'y a aucun empire qui a été capable de nier les différences. Plus l'empire est vaste, plus il est obligé d'accepter les différences entre les différents groupes. Voilà un autre paradoxe. Bon, on va peut-être s'arrêter là, on ne va pas vous épuiser. Merci beaucoup.